Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui va être une revue de lecture du livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors c'est un livre qui est sorti en 2014, donc ça fait déjà une paire d'années, mais je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un livre qui a eu un très gros impact dans la culture occidentale. C'est un livre qui a été plébiscité par énormément de people, par même des politiques comme Barack Obama. Et le thème de Sapiens, c'est tout simplement de décrire l'histoire de l'évolution humaine. Cependant, c'est un livre qui a aussi été très controversé, notamment parce que Yuval Noah Harari, l'écrivain de ce livre, est devenu en quelque sorte la coqueluche, l'écrivain attitré d'une partie de ce qu'on appelle les élites. Et cette partie des élites, c'est celle qu'on appelle généralement du globalisme, de l'idéologie globaliste, qui est représentée notamment par le World Economic Forum. Donc Yuval Harari a notamment été souvent invité au World Economic Forum, etc. On lui a souvent prêté la parole et ses opinions, qui s'inscrivent généralement dans les idéologies à la fois woke et globalistes, causent beaucoup de controverses. En ce qui me concerne, Sapiens a été un de mes livres de chevet pendant un certain temps et en fait c'était un de mes livres préférés. C'est le livre qui m'a introduit au thème principal de ma chaîne qui est l'évolution humaine, la paléoanthropologie. Et il faut dire que c'est un livre qui mérite d'un certain côté son succès parce que Yuval Noah Harari a su expliquer simplement, avec des mots simples, de façon très imagée, l'histoire de l'évolution humaine, en tout cas une histoire de l'évolution humaine, parce que comme on va le voir, c'est pas forcément la vraie histoire de l'évolution humaine, mais en tout cas, avec ces mots, il a su introduire beaucoup de gens et faire s'intéresser beaucoup de gens à justement la préhistoire, nos origines, etc. Et en cela, il a été très fort. Cependant, au fil du temps, moi j'ai développé personnellement une sorte de relation amour-haine avec ce livre et avec Harari, parce que, justement, en m'intéressant de plus en plus à la discipline de la paléanthropologie, je me suis rendu compte que quelque part, je m'étais fait flouer par Harari. Quelque part, je m'étais fait arnaquer. Parce que, en écoutant de plus en plus des vrais paléanthropologues, en écoutant des conférences, etc., en étudiant les publications scientifiques, je me suis rendu compte que Harari, qui est soi-disant prof d'histoire, avait fait d'énormes erreurs historiques dans ce livre, voire pire, des raccourcis pour s'accoler à généralement ces tendances idéologiques, c'est-à-dire qui se rapprochent plus de ce qu'on appelle le wokisme et du globalisme. C'est-à-dire que Harari, en bonne partie, dans de nombreuses parties du livre, nous a tout simplement recréé une histoire évolutive qui en réalité n'existe pas. Et c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. C'est tout simplement pour essayer de corriger le tir, corriger les erreurs volontaires et involontaires de Yuval Harari et essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village concernant l'histoire de l'évolution humaine. Au commencement de son livre, Harari commence par retracer l'origine de l'espèce humaine. Il va donc au fondement de ce qu'on sait sur nos origines. Et pour ce faire, il opère un premier recadrage nécessaire qui est que les humains ne sont pas apparus avec Homo sapiens. Énormément de gens pensent que l'apparition d'Homo sapiens signifiait l'apparition de l'être humain, mais en réalité, l'apparition de l'être humain, elle remonte à bien plus loin qu'Homo sapiens, que l'on estime aujourd'hui à être apparu il y a autour de 300 000 ans. Et pour aller aux origines de notre espèce, il faut remonter à plus de 3 millions d'années dans les savanes africaines, notamment les savanes de Tanzanie, où se trouvaient des petits primates bipèdes qui de loin ressemblaient à des chimpanzés qui se tenaient debout et qu'on appelait les australopithèques. Ces australopithèques, comme on va le voir par après, ce sont en quelque sorte les prémices de l'espèce humaine, parce que c'est à partir d'eux que tout va se lancer, c'est à partir d'eux que les premières formes humaines vont d'arriver. Les australopithèques vont ensuite donner les Homo habilis, les Homo erectus, etc. Ça va vraiment être le départ de la lignée humaine qui, en bout de course, va donner la dernière évolution en date qui est celle d'Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Et ce recadrage fait, ce contexte mis en place, Harari nous explique
qu'une grande anomalie qu'on observe dans toute cette évolution, à partir d'Australopithèque, eh bien, ça a été la croissance exponentielle du cerveau humain. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le cerveau humain, au fil des générations et au fil de ces espèces humaines, donc à partir d'Australopithèque, ensuite les Homo habilis, les Homo erectus, les hommes de Néandertal, les Homo sapiens, à chaque fois des nouvelles actualisations, on se rend compte que à chaque nouvelle actualisation, eh bien, on a une croissance du cerveau qui, du point de vue animal, est anormale. Le cerveau humain, dans sa taille, dans ses dimensions, est une anomalie évolutionnaire. Il ne devrait pas être aussi gros. En fait, on a estimé, et ça Harari ne l'explique pas, mais on a estimé que le cerveau humain, compte tenu de nos dimensions, nos proportions, est en fait 6 à 7 fois plus gros que ce qu'il ne devrait être. C'est d'ailleurs le principal consommateur d'énergie dans notre corps. Le cerveau humain consomme environ 25% de notre énergie, alors qu'il ne fait que 2% de notre poids. Harari explique ensuite très justement que cette anomalie, elle est à la racine de nombreux problèmes qu'ont connus nos ancêtres, qu'on connaît encore d'ailleurs toujours, des problèmes qui ont par la suite eu une influence sur nos comportements sociaux, avec par exemple le fait que ce gros cerveau induise un accouchement difficile, parce que un bébé ça a déjà un gros cerveau par rapport à sa taille, et donc il est très difficile à mettre au monde pour une femme, et cela, ça a causé l'un des plus grands tueurs, peut-être le plus grand tueur de l'espèce humaine, qui a été les morts en couche. Les morts en couche, ou encore le fait que les bébés, puisqu'ils naissent avec un si gros cerveau, cela a eu pour conséquence que pour pouvoir permettre à la femme de mettre au monde ce bébé avec ce gros cerveau, l'évolution a fait en sorte que nos bébés naissent prématurés, notamment physiquement, et donc qu'on ait des bébés extrêmement vulnérables, et cela, ça a eu un impact sur le fait que l'espèce humaine a dû devenir extrêmement sociable, créer un tissu social très très fort pour permettre de protéger ces petits bébés extrêmement vulnérables, à la base dans les savanes où il y avait énormément de prédateurs. Donc ça a eu des grosses conséquences, mais étrangement, Harari, il ne se lance pas dans la question du pourquoi ce cerveau a connu une explosion en croissance lors de notre évolution humaine. Dans son ton expéditif et un peu provocateur qu'il garde tout au long du livre, il nous explique que nous ne savons pas pourquoi ce cerveau a évolué d'une telle manière. En réalité, nous savons beaucoup de choses sur la croissance de ce cerveau. Nous connaissons par exemple certains gènes qui ont été impliqués dans cette croissance au fil de notre évolution. Nous savons aussi le rôle absolument primordial qu'a joué la consommation de viande dans la croissance de ce cerveau, c'est-à-dire que le fait que nous soyons passés de petits primates de forêt, principalement frugivores, c'est-à-dire qui consommaient beaucoup de fruits et d'insectes, tout comme les chimpanzés, à une consommation en savane qui était beaucoup plus faite de viande et de graisse animale, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de fruits dans les savanes, par contre il y avait beaucoup de carcasses, et donc l'espèce humaine s'est rabattue sur la viande, et cette viande a permis de donner un précieux carburant à l'augmentation des capacités et des dimensions de ce cerveau. On sait d'autres choses, mais il est vrai qu'on n'a pas encore le switch, on n'a pas encore la raison fondamentale du switch de l'interrupteur qui a permis de lancer cette croissance d'un cerveau absolument gigantesque. Cependant, on a des hypothèses, dont l'une dont je vais vous parler par la suite, qui a été lancée par Frédéric Delavier, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, et avec qui j'ai travaillé. C'est l'hypothèse du langage, l'hypothèse du verbe. Je vais vous expliquer ça par la suite. Harari continue un petit peu son tour d'horizon du contexte originel en nous parlant de la bipédie, c'est-à-dire le fait que nous marchions sur deux jambes. Il relate, comme c'est acquis aujourd'hui, que la bipédie est un des traits caractéristiques de l'espèce humaine. C'est vraiment une de ces choses qui fait de nous vraiment des humains, c'est le fait qu'on marche constamment sur deux jambes, tandis que tous les autres primates, eux, sont plutôt quadrupèdes, ils peuvent marcher ou courir sur deux jambes sur de petites distances, mais très vite ils reviennent à une marche à quatre pattes.
Et Harari fait un petit peu le tour d'horizon des avantages et des désavantages, ainsi que des hypothèses sur l'apparition de cette bipédie. Il nous explique donc qu'en savane, ça a été très utile justement pour scanner l'horizon, ou bien ramasser des bâtons, des objets, rapporter de la nourriture, etc. etc. Concernant les désavantages, il nous parle une fois encore des morts en couche, parce que cette bipédie a rétréci ce qu'on appelle le canal pelvien et donc rendu encore plus difficile la mise au monde de petits avec un cerveau qui s'accroissait à chaque fois. Il nous parle aussi du fait que les premiers australopithèques en savane, du fait que cette bipédie était encore balbutiante, ils marchaient de façon maladroite, ils couraient de façon maladroite. Et donc ceci les rendait très vulnérables aux grands prédateurs, surtout pour les petits et les vieillards. Et là encore, il ne propose pas d'explication sur le pourquoi. Alors à sa décharge, il y a eu beaucoup d'explications sur la bipédie. Ce n'est pas encore quelque chose dans lequel il a un consensus clair, tout comme d'ailleurs l'origine du langage ou l'origine du développement du cerveau humain. C'est encore quelque chose à travailler, mais là encore, il y a des hypothèses innovantes, dont encore celle de Frédéric Delavier, qui connecte l'origine de la bipédie avec l'origine du langage et l'origine du cerveau humain. C'est pour ça que c'est une hypothèse très intéressante. Je vous l'expliquerai par la suite, mais en gros, ce qu'on pense, qu'on commence à cerner, c'est que cette bipédie, elle a pris son origine non pas vraiment en savane, mais avant, dans les forêts, pour des raisons surtout climatiques. Je vous expliquerai ça par la suite. Qu'il en soit, Harari nous explique que cette bipédie, comme je vous l'ai dit, elle a eu des conséquences sur la vulnérabilité des premiers humains en savane, et il nous explique alors que ça a été à l'origine d'une grande restructuration sociale, c'est-à-dire qu'en fait, les premières tribus d'australopithèques ont dû devenir extrêmement sociales afin de se protéger les uns les autres. Et ça, c'est une vérité. Cependant, on peut aller encore plus loin que Harari, parce que Harari, si vous voulez, dans son prisme woke, ne se permet pas d'aller aussi loin. Et ce qu'on peut rajouter à cela, c'est que cette apparition de la bipédie en savane, elle a surtout lancé ce qu'on appelle la répartition des tâches homme-femme. C'est-à-dire qu'encore plus loin que d'obliger ces premiers humains à devenir sociaux par nature, à se protéger les uns les autres et à faire en sorte que l'être humain devienne si coopératif, cela a entraîné, si vous voulez, un fonctionnement dans lequel les femelles australopithèques ainsi que les vieillards et les petits avaient tendance à probablement rester autour des bosquets, autour des arbres dans lesquels ils pouvaient aller se réfugier très facilement, tandis que les mâles qui s'armaient de bâtons, de pierres, etc., partaient en groupe pour aller chaparder des carcasses. Et donc au-delà de nous unir plus, la bipédie a surtout eu la conséquence d'instaurer la répartition des tâches homme-femme, la complémentarité homme-femme, et en fait le début du principe de chasseur-cueilleur. Avec cette nouvelle structure sociale, justement, on voit que l'espèce humaine arrive à s'adapter très fortement. On voit que l'espèce humaine prend peu à peu le pas sur tous les autres prédateurs. On a l'apparition notamment, il y a environ 2 millions d'années, des Homo habilis, qui sont des australopithèques plus costauds, plus agressifs, et dont on pense qu'ils, selon Pascal Pic, qui est un paléoanthropologue qui a écrit un livre que je vous recommande, Premiers hommes, que l'on pense qui étaient capables de concevoir des besaces, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de concevoir des espèces de petits sacs dans lesquels transporter des outils, et qu'ils faisaient aussi des caches à outils, afin d'avoir très vite un outil sur la main pour débiter une carcasse qui se trouverait à proximité. Donc on voit qu'il y a déjà une certaine jugeote, une certaine intelligence chez ces Homo habilis, et déjà il y a à partir de 2 millions d'années, ce qui nous fait penser, dans le cadre de l'hypothèse sur laquelle je travaille notamment avec Delavier, qui est l'apparition du langage, l'apparition de l'intelligence humaine, parce que les deux sont connectés, ce qui nous fait penser, ou ce qui plutôt nous conforte dans l'explication, que déjà à partir d'il y a 2 millions d'années, on avait des êtres humains qui commençaient à maîtriser le langage et l'intelligence humaine. Avec Habilis, on a ensuite l'apparition d'Homo erectus, les Homo erectus qui sont vraiment les premiers vrais êtres humains du point de vue morphologique,
Quand on voit un habilis, on peut encore se demander si c'est entre le primate et l'homme, mais lorsqu'on voit un erectus, on voit vraiment l'être humain, et ce sont aussi les premiers vrais chasseurs-cueilleurs. Ça va être les premiers groupes d'êtres humains qui vont quitter l'Afrique. Et là, si vous voulez, on va à contresens de ce que nous dit encore une fois Harari, qui n'a visiblement pas fait de recherche, parce qu'il nous explique que, en gros, jusqu'à Homo sapiens, il y a 300 000 ans, eh bien, si vous voulez, toutes les espèces d'hommes étaient encore des espèces vulnérables. Et là, il tombe dans ce cliché un peu de l'homme singe, de l'homme préhistorique idiot, sale, vulnérable, soumis aux conditions climatiques, soumis aux gros animaux. En vérité, on voit qu'à partir d'il y a 1,9 million d'années et Homo erectus, on voit déjà que les êtres humains sont en train de prendre le pas sur pas mal de prédateurs qui sont vraiment en train de devenir au top de la pyramide alimentaire, que sans doute ils créent déjà des huttes, sans doute des espèces de vêtements, et comme je vous le dis, ces Homo erectus, ils vont ensuite parvenir à quitter l'Afrique, tout simplement parce qu'ils ont développé un certain niveau de maîtrise technologique qui leur permet de chasser et cueillir assez que pour monter en démographie et ensuite être poussés pour éviter la concurrence entre les groupes à migrer, à avancer vers d'autres territoires. Avec Homo erectus, Harari, il en vient au feu. Il nous explique qu'on a des traces de maîtrise du feu, pas vraiment de création, mais en tout cas de maîtrise, il y a environ 1 million d'années. Qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise? Ça veut dire qu'on soupçonne que par exemple certains groupes d'erectus à ce moment-là sont tombés sur par exemple des feux de forêt et ont su trouver le moyen de récupérer ce feu et de continuer à l'alimenter, etc. On ne sait pas encore si c'était vraiment de la maîtrise ou de la création, mais on a des traces de feu maîtrisé il y a environ 1 million d'années. Et en ce qui concerne le feu créé, le feu vraiment contrôlé, les techniques de création du feu, on a des indices il y a environ 400 000 ans. Ça remonte donc déjà bien avant Homo sapiens. Et ce que nous explique Harari, lui, c'est que le feu a sans doute été vraiment l'élément déclencheur qui nous a séparés du règne animal. Il nous explique que le feu a permis de digérer plus facilement les aliments, ce qui a permis de libérer de l'énergie pour développer notre intelligence, etc., nos facultés cognitives. Il nous explique que le feu a permis encore une fois de resserrer les liens sociaux, etc. etc. Et donc il place la maîtrise du feu comme vraiment le switch de la différenciation entre l'homme et l'animal. Et là, une fois encore, on peut remettre en question sa pensée, tout simplement parce que il suffit d'aller en forêt et d'essayer de faire du feu pour se rendre compte que faire du feu, ce n'est pas à la portée de n'importe quel animal, ni même à la portée de n'importe quel humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc le fait, si vous voulez, que dès moins 400 000 ans, on a des êtres humains qui sont capables de créer du feu à partir du rien, et même à 1 million d'années, de jouer avec le feu, de maîtriser le feu, s'ils n'ont pas créé, ça montre une seule chose, ça montre, si vous voulez, que vous avez un grand type d'intelligence, et probablement un proto-langage, les bases du langage, tout simplement parce que pour, par exemple, créer du feu, vous avez besoin de connaître certaines propriétés de matériaux. Par exemple, lorsque vous frottez le bâton, vous avez besoin de savoir que le bois va créer une certaine friction qui va ensuite donner une petite braise. Cette petite braise, vous devez la mettre dans des fines herbes, de la paille. Et donc, vous avez besoin d'avoir des concepts. Vous avez besoin de connaître le concept de certains objets. La seule façon pour un animal de connaître ces concepts, c'est d'avoir la parole, le mot qui a décrit ces objets. Donc vous devez avoir le début du langage. Avec ce langage, vous pouvez associer ces concepts entre eux, bois, braise, feu, et ça veut dire que vous avez la capacité à vous projeter dans le futur, donc vous avez la pensée. Donc le fait, si vous voulez, c'est ce que Harari n'a pas compris, il ne l'a définitivement pas compris d'ailleurs, parce que, comme je vous l'ai expliqué par la suite, lui il part du postulat que l'intelligence humaine est tombée du ciel avec Homo sapiens. Il n'a pas compris qu'à partir du moment où vous avez des êtres humains qui font du feu, et même déjà qui savent créer des outils tranchants, des bifaces
tranchant parce que créer des bifaces, si vous voulez, ça demande à se projeter. Il faut savoir calculer l'angle de coupe, savoir qu'il faut taper dans un certain sens, etc. Ça signifie une seule chose, c'est que vous avez la capacité de vous projeter et vous avez les concepts. Si vous avez la capacité à penser et les concepts, ça veut dire que vous parlez. Donc ça, c'est pour le feu. Le feu, la création et la maîtrise du feu n'a pas été le switch qui a permis de nous différencier du règne animal. Ça a été la conséquence du développement de l'intelligence humaine et du développement du langage. Harari en vient ensuite finalement aux premières conquêtes hors d'Afrique. Alors lui, il n'en parle pas, mais comme je vous l'ai dit, les premières sorties d'Afrique, elles n'ont pas été réalisées par Homo sapiens premièrement, elles ont d'abord été réalisées par des Homo erectus. Ces Homo erectus qui sont sortis d'Afrique il y a environ 1 million d'années, 800 000 ans, il y a certaines poches qui sont remontées donc en Europe et d'autres en Asie. Et là, en restant dans leur coin, ils ont donné au fil du temps différentes espèces. En Europe, ça a donné les hommes de Néandertal, d'accord, qui sont les premiers vrais Européens, et puis en Asie, ça a donné l'homme de Denisova. Par la suite, il y a environ 100 000 ans, les Homo sapiens qui étaient apparus en Afrique, eux aussi, sont remontés peu à peu au nord, sont sortis d'Afrique, et là, ces Homo sapiens ont rencontré certains hommes de Néandertal et certains hommes de Denisova. Et là, Harari en vient à ce sujet de cette rencontre. Ce sujet, il est devenu extrêmement touchy, c'est devenu un sujet politique. L'éléphant dans la pièce, c'est le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui avec l'immigration de masse. D'ailleurs, ça a été énormément repris par des chaînes, etc., pour promouvoir d'un certain sens l'immigration, etc., en nous expliquant que les venus d'Afrique, etc., font partie de l'histoire, etc. Et là, Harari fait un petit peu le topo de ce qu'on sait sur ces rencontres, parce que ce qu'on a observé dans le registre fossile et l'archéologie, c'est que peu après l'arrivée des sapiens en Europe, il y a environ 70 000 ans, les hommes de Néandertal ont disparu. Donc Sapiens arrive il y a environ 70 000 ans, et à environ 45 000 ans, il n'y a plus de Néandertal en Europe. Et donc ça a donné lieu à beaucoup de fantasmes, à beaucoup d'hypothèses grandiloquentes. On nous a parlé de génocide, d'épidémie, mais ce qui s'est profilé ces dernières années et qui a été en bonne partie confirmé par la génétique, c'est que plutôt que des génocides, etc., il y a eu une sorte d'absorption génétique par des hybridations, des métissages entre sapiens et Néandertal. Il faut savoir que les Néandertaliens, lorsque les sapiens sont arrivés, les Néandertaliens étaient extrêmement peu. On parle d'environ 10 à 20 000 individus sur toute l'Europe. C'est extrêmement peu, tout simplement parce que les conditions étaient très rudes. Les Néandertaliens, bien qu'ils étaient parfaitement adaptés à l'Europe, qu'ils avaient un niveau de technologie très élevé, de quoi s'habiller, de quoi avoir des huttes, même de quoi faire de l'art, et avoir des armes très très élaborées, les conditions étaient très rudes, et de plus ils étaient arrivés en très petit nombre, et donc vous aviez très peu de groupes de Néandertal, ce qui fait que leur démographie était déjà faible à la base. Et lorsque les sapiens sont arrivés d'Afrique, en plus grand nombre, on parle de 5 à 6 fois le nombre, donc c'était peut-être au fil des milliers d'années, peut-être jusqu'à plus de 50 000 individus, en ayant eu le temps de s'adapter progressivement au nord, parce que cette remontée d'Afrique, elle ne s'est pas faite en une semaine. On ne parle pas de personnes vraiment africaines, on ne parle pas de Camerounais qui sont arrivés à la rencontre des Néandertaliens, on parle d'êtres humains qui s'étaient déjà adaptés au Caucase, aux Balkans, etc. Donc il y avait une certaine adaptation morphologique à l'Europe, ce qui leur avait permis aussi de monter en technologie. Et vu qu'ils étaient plus nombreux entre eux et qu'ils s'échangeaient des technologies, ils étaient plus développés technologiquement que les Néandertaliens, ce qui a fait que lorsque les sapiens sont arrivés au nord, ils chassaient mieux, ils se reproduisaient plus, et donc tout doucement la démographie a fait que les Néandertaliens ont été en quelque sorte submergés, et parallèlement à cela, il y a eu des hybridations, des rencontres, des relations sexuelles
entre certains néandertaliens et certains Homo sapiens, bien que c'était extrêmement rare. De ce fait, il y a eu une sorte d'absorption des néandertaliens chez les sapiens européens, ce qui fait que les Européens ont d'ailleurs 4 à 5% de gènes néandertaliens dans leur génome. On a donc en conclusion une explication qui se passe en deux parties. La première partie, c'est une sorte de submersion lente démographique, c'est-à-dire que les néandertaliens qui étaient déjà très peu, soudain perdent du territoire. Et secondement, par des hybridations qui ont fait que les hybrides, les métis sapiens néandertaliens, des hybridations qui ont fait que certains métis sapiens néandertaliens étaient plus adaptés parce qu'ils avaient hérité des meilleurs gènes entre guillemets des sapiens et des meilleurs gènes des néandertaliens qui étaient plus adaptés, parfaitement adaptés à l'Europe et qui ont fait que les hybrides sapiens néandertaliens sont ceux qui se sont lentement imposés, ce qui a diminué encore la survie des néandertals et qui fait qu'aujourd'hui en fait nous sommes quelque part tous des hybrides sapiens néandertaliens. En tout cas en Europe. D'ailleurs, on a vu un petit peu le même processus chez les ours, c'est-à-dire qu'à peu près au même moment, je trouve ça assez fascinant, au même moment, on voit que les ours des cavernes, qui étaient vraiment les maîtres de l'Europe chez les ours, c'était des ours absolument énormes, on voit que avec l'apparition de l'ours brun, il y a environ aussi 40 000 ans, les ours bruns, qui étaient en quelque sorte comme les sapiens, moins coûteux énergétiquement et aussi qui arrivaient plus nombreux, ont pris le pas tout doucement, ont grappillé du territoire sur les ours des cavernes. Les ours des cavernes qui étaient eux beaucoup plus coûteux énergétiquement, ils requéraient plus de nourriture, etc. parce qu'ils étaient adaptés à des hivers très rudes, à un climat très rude, tandis que les ours bruns, eux, étaient moins coûteux énergétiquement, parce qu'ils étaient adaptés à un climat plus doux. Or, dans cette époque, le climat devenait justement plus doux, et donc les ours bruns l'ont emporté sur les ours des cavernes, peu à peu, grâce à la démographie. Et c'est ce qui s'est passé, en gros, aussi avec les sapiens et les néandertaliens. Et c'est ce qui se passe aussi un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit que les Occidentaux, qui ont des standards de vie, et aussi et qui vivent aussi dans une société de plus en plus coûteuse, se reproduisent beaucoup moins que d'autres populations qui ont des standards beaucoup plus bas et qui savent s'accommoder de choses d'une vie beaucoup moins coûteuse et donc qui se reproduisent plus. Et c'est sur cette aventure que Harari conclut ce tour d'horizon de nos origines, le contexte, et qu'il en vient à ce qu'il a appelé la révolution cognitive d'Homo sapiens, qui serait à l'origine de l'intelligence humaine et du fait que nous soyons, nous, Homo sapiens, les seuls représentants de l'espèce humaine aujourd'hui. Dans la seconde partie de son livre, Harari en vient à l'un des thèmes principaux de son livre, l'un des fondements, l'un des piliers de son livre, qui est ce qu'il a appelé la révolution cognitive. Selon lui, en effet, à partir, grosso modo, de l'émergence d'Homo sapiens qu'il place à il y a environ 100 000 ans, alors aujourd'hui on sait que c'est plutôt il y a 300 000 ans, mais à sa décharge, à l'époque de la sortie de son livre, de l'écriture de son livre, on estimait l'Homo sapiens à environ 100 000 ans, et lui place l'émergence d'Homo sapiens, et encore plus précisément l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, à partir d'il y a environ 70 000 ans, comme le lieu d'une révolution cognitive qui a touché les êtres humains et qui a en gros allumé la lumière dans le cerveau des êtres humains et en quelque sorte fait de nous des humains. C'est-à-dire qu'il est encore dans cette ancienne conception que les humains sont véritablement devenus humains avec Homo sapiens et qu'avant les Homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres, tels les Homo erectus, les hommes de Néandertal, etc., n'étaient pas encore pleinement humains. C'était en quelque sorte, on est encore dans cette vision un peu de l'homme singe, entre guillemets, et il appuie cette histoire de révolution cognitive en nous expliquant que c'est à partir d'Homo sapiens, et encore plus spécifiquement l'arrivée de sapiens en Europe, qu'on a des preuves, cette fois indéniables, irrécusables, de fonctions cognitives supérieures, d'exploits cognitifs
qui se révèle à travers des comportements hautement humains et vraiment caractéristiques à l'espèce humaine, tels les rites funéraires, l'art, la fabrication de bijoux, les objets symboliques, notamment les bijoux qui montrent une pleine conception de l'individualité, ou encore le commerce. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que pour expliquer cette soi-disant révolution cognitive, il donne l'explication, faute d'en avoir une, il donne l'explication d'une mutation génétique hasardeuse qui serait tombée du ciel et venue allumer l'interrupteur dans la tête des êtres humains. Alors la première chose qu'on peut opposer à cette histoire, parce que c'est finalement qu'une histoire, c'est qu'on a des traces de tous ces comportements bien avant Homo sapiens. Alors certes, Homo sapiens, puisqu'il arrive comme une espèce de dernière évolution qui sera en fait la plus évoluée, vu que c'est Sapiens qui va prendre le pas sur toutes les espèces, évidemment chez Homo sapiens, tous ces comportements vont être plus élaborés et sans cesse beaucoup plus élaborés, mais on a des traces que tout cela n'est pas apparu avec Homo sapiens. En ce qui concerne par exemple les comportements symboliques, on peut remonter à aussi loin qu'Homo erectus, à environ 500 000 ans. On a des traces de bifaces, c'est-à-dire ces outils de pierre, des bifaces qui étaient particulièrement bien réalisés et qui n'avaient jamais été utilisés. On a aussi des bifaces géants, tout cela montrant en fait qu'il y avait probablement des bifaces qui servaient par exemple d'offrande. C'était des bifaces spéciaux qu'on n'utilisait pas. Il y a 400 000 ans, à l'Acima de los Huesos, où on a retrouvé une accumulation de squelettes fossiles montrant que des pré-néandertaliens jetaient probablement leurs morts, alors peut-être dans un comportement symbolique, et ça c'est renforcé par le fait qu'on a retrouvé aussi des bifaces, encore une fois, en quartz rose, c'est-à-dire un type de pierre extrêmement beau, vraiment magnifique, mais qui ne semble pas avoir été choisi par hasard, parce que le quartz rose, d'une part, brille par sa beauté, mais aussi est très 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 difficile à travailler. Et en fait, s'il n'y avait qu'une fonction utilitaire, les pré-néandertaliens de cette époque auraient mieux fait de choisir d'autres roches. Et là encore, on trouve des bifaces en quartz rose qui n'ont pas été utilisées. Donc là, on pense aussi que ça avait valeur d'offrande et donc d'objet symbolique. Concernant tout ce qui est bijoux, art, on a des traces d'utilisation de pigments qui remontent à avant Homo sapiens. On a aussi d'autres traces de comportement symbolique avec par exemple, et là c'était un pré-sapiens, c'est-à-dire avant Homo sapiens, avant 100 000 ans, c'était un pré-sapiens en Éthiopie daté d'il y a 160 000 ans. On a retrouvé une tête d'un homme en Éthiopie d'il y a 160 000 ans, dont l'os du cou portait des traces de polissure, et on en déduit que cette tête, elle a été apposée sur un poteau, probablement en guise de trophée ou lors d'un rite funéraire. On voit des tribus de chasseurs-cueilleurs qui font ça encore actuellement. Concernant le commerce, on a des traces d'échanges de silex sur des très grandes distances qui sont attribuées aux hommes de Néandertal il y a 100 000 ans. Les Néandertaliens d'ailleurs, à qui on attribue désormais les premières formes d'art rupestre, c'est-à-dire avant Homo sapiens. Et donc tout cela fait que, premièrement, tous ces comportements hautement humains ne sont pas du tout en fait le fruit pur d'Homo sapiens, mais remontent avant et via d'autres espèces qu'Homo sapiens. L'hypothèse donc d'un interrupteur qui se serait allumé chez Homo sapiens et lançant pleinement l'humanité, le vrai comportement humain, ne tient pas en fait. On observe plutôt que c'est une lente évolution, ce qui corrobore plutôt des hypothèses comme notamment celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'hypothèse d'un développement de l'intelligence progressive grâce à l'acquisition du langage et de notions de temps très 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 loin dans notre lignée, et qui fait que des choses telles la pensée abstraite,
la spiritualité, la conscience du futur, la conscience de la mort, la conscience de l'individualité permettant notamment bien la conception des bijoux, de la parure, etc. serait apparu bien avant Homo sapiens. Qu'il n'y aurait donc pas eu besoin du tout d'une mutation génétique hasardeuse, miraculeuse, qui aurait eu de tels effets, ce qui est d'ailleurs peu tenable. Cependant, eh bien, il est vrai qu'on observe, à l'arrivée des Homo sapiens en Europe, un boom culturel dans le milieu européen. Mais ceci s'explique très simplement, ce n'est pas dû non plus forcément à une mutation génétique miraculeuse qui vient allumer l'interrupteur, c'est simplement dû au fait qu'on avait à ce moment-là donc tout un attroupement d'Homo sapiens qui arrivait tribu par tribu parce que les conditions climatiques et la démographie faisaient que ces gens montaient plus au nord. Et ces gens, ces premiers sapiens à arriver en Europe, arrivaient en un certain nombre et étant confrontés de plus en plus à l'hiver rude de l'Europe, ils ont pu échanger des technologies, des échanges culturels, etc. Ce qui a créé une espèce d'émulation culturelle en Europe qui a donné notamment les hommes de Cro-Magnon, qui étaient très avancés. Tout ça s'explique très simplement sans avoir besoin d'une révolution cognitive, d'un gène miraculeux. Ok, 3, 2, 1. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale qui va être une revue de lecture du livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Alors c'est un livre puisque, comme je vous l'ai expliqué, tout simplement le bon sens fait qu'il suffit de constater ce que demande de créer du feu pour se rendre compte que si on a des hommes qui, il y a 400 000 ans, savent faire du feu, c'est à 99,99% qu'ils ont déjà une forme de langage, ce qui permet d'avoir des concepts, des mots, et avec ces mots pouvoir réfléchir, ainsi que des notions de temps. Les notions de temps étant données par le langage, comme je vais vous l'expliquer. À partir du moment où on a des hommes de Néandertal, il y a 300 000 ans, qui savent également réaliser des armes, des lances, qu'aujourd'hui même des lanceurs de javelot athlétiques parviennent à lancer à plus de 30 mètres, des armes, des lances qui ont été conçues avec une finition et un talent incroyable, ce sont les lances de Schköllingen, de telles armes. Ils sont capables de créer des stratégies de chasse, ils sont capables de créer des vêtements, parce qu'on ne survit pas à l'hiver en Europe sans vêtements, ils sont capables de créer des huttes, etc. Et donc forcément, vous avez une forme de langage. Il y a aussi des preuves indirectes que le langage et la pensée humaine datent de bien avant Homo sapiens. On a par exemple l'augmentation exponentielle des foramen carotides, c'est-à-dire les embouchures qui permettent au sang d'aller vers le cerveau. On voit que déjà à partir d'Erectus, ce trou commence à vachement s'agrandir, et ça donne une indication très intéressante, c'est que de plus en plus le cerveau humain commençait à tourner en permanence et requérait donc du sang perpétuellement. Et ça nous donne un sacré indice, parce que qu'est-ce qu'un cerveau qui tourne en permanence? C'est un cerveau qui pense, c'est un cerveau qui réfléchit. Et lorsque vous êtes un animal qui réfléchissait, qui pense, c'est que vous êtes un primate qui a des bases de langage. On a aussi d'autres traces, notamment avec certains gènes, le gène FOXP2, on a aussi des études qui ont été faites sur le larynx, etc. Donc on a tout à fait saut d'indices, et en fait une logique, un common sense qui nous indique que les humains parlent depuis bien avant Homo sapiens. Alors certes, ils ne parlaient pas probablement d'une façon aussi élaborée que vous et moi désormais, mais il est probable qu'un être humain moderne aurait pu communiquer avec les moyens du bord, avec par exemple une tribu d'Homo erectus. Ça aurait pu être comme communiquer peut-être comme avec un enfant, un jeune enfant, mais avec des hommes de Néandertal, vous auriez probablement pu vous intégrer à une tribu. Et concernant l'évolution du langage, je vous en parlerai peut-être plus en détail par la suite une prochaine fois, parce que ça prendrait assez du temps, mais ça prendrait du temps, mais je vous invite de toute façon à aller voir les vidéos de Frédéric Delavier. C'est de lui que ça vient à l'origine.
Moi, j'ai pas mal creusé cette hypothèse parce que je trouvais ça super intéressant. Et tout nous indique bien que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que si vous voulez, l'apparition du langage serait concomitante et en fait une cause de l'apparition de la bipédie, tout simplement parce que la bipédie, en permettant de dégager les mains, eh bien, tout cela en étant dans des milieux de plus en plus ouverts, où il fallait de plus en plus se projeter au loin, indiquer au loin notamment à ses compagnons là où se trouvait une carcasse, là où était un prédateur, tout ça a permis de libérer les mains et avec les mains est apparu ce qu'on appelle le pointage de direction qui est encore aujourd'hui un geste pleinement humain. C'est d'ailleurs le premier geste que font les bébés humains, c'est de montrer du doigt, papa, maman, machin. Et ce geste, tout simplement, aurait été un déclencheur pour la prise de conscience des notions de temps. C'est-à-dire que quand on commence à pointer des directions, on prend conscience du futur, du passé, du présent. Aussi également, on indique des objets. Et sur cette indication d'objet, on appose un mot. Au début, c'est très sommaire, c'est probablement ouhou, haha, c'est des cris de singe. Mais au fur et à mesure, vous avez des conventions qui se créent. Et ouhou, haha devient arbre, ruisseau, etc. On a le début des mots. Avec les mots, on a le début des concepts. On représente mentalement un objet, on le voit dans sa tête. On a la pensée qui tourne de plus en plus. Et on a aussi l'apparition de l'individualité parce que, en plus de montrer des objets, vous montrez non seulement vos camarades, mais vous montrez vous aussi. C'est-à-dire, vous prenez conscience que vous êtes un objet parmi les autres objets. Et donc là, à partir de là, on a tout un développement que j'ai élaboré et que j'adorerais exposer dans un bouquin, c'est un de mes rêves. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéressera, un livre sur l'évolution humaine et un espèce de contre-sapiens. Et donc, si vous voulez, on a énormément d'éléments qui nous permettent de dire que cette histoire d'évolution du langage, du développement de l'intelligence humaine, ne s'est pas du tout passée comme l'explique Harari. Mais quoi qu'il en soit, Harari, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de trouver les réponses à ces questions existentielles, c'est plutôt de nous expliquer une autre thèse qu'il élabore à partir de cette histoire de révolution cognitive, c'est de nous expliquer que avec l'apparition du langage, les êtres humains ont acquis une capacité qui définit d'ailleurs leurs moyens de communication, capacité qui leur est unique, et là je rejoins là-dessus, la raison, c'est la capacité à parler de choses qui ne sont pas ici et maintenant, c'est-à-dire de créer des histoires. C'est une capacité pleinement humaine, aucun autre animal à notre connaissance n'est capable de ça. C'est la capacité à parler de choses qui ne sont pas ici et maintenant, c'est-à-dire, par exemple, d'expliquer ce qui vous est arrivé hier ou de planifier ce qui se passera demain. À partir de là, Harari développe tout un concept et il nous explique que cette capacité à créer de la fiction, des histoires fictives, est à l'origine de la faculté des êtres humains à coopérer ensemble de façon si incroyable et à des échelles absolument incomparables dans le règne animal. Il nous explique par exemple que si vous placez 2000 chimpanzés ensemble dans une salle de concert, il ne faudra pas ouvrir la porte après parce que ça risque de faire très peur, ça va être un carnage. Par contre, les êtres humains, eux, sont capables de coopérer à grande échelle pour rester tranquilles et tous profiter du concert, et lui nous explique que c'est parce que c'est dû à la capacité des êtres humains à se fabriquer des mythes communs, des histoires narratives communs auxquelles ils sont capables d'adhérer ensemble. Et cette adhésion à des mythes, en l'occurrence par exemple le mythe ou le fait d'être tous fans d'un chanteur, de croire au mythe du chanteur, on va dire, de son chanteur préféré, permet de tous ensemble coopérer. Et donc il tire le fil et il nous explique que cette capacité à créer des histoires fictives est à l'origine des idéologies, des religions, des bords politiques, mais aussi de comportements sociaux comme la monogamie. Et en fait, on voit que Harari, qui lui est dans une démarche, comme je vous l'ai dit, plutôt woke, plutôt globaliste,
Donc en fait, il a un compte à régler avec l'Occident, hein, c'est de ça qu'il s'agit finalement, puisque ce sont des idéologies qui, au fond du fond, eh bien, se mettent en antithèse de nos acquis, hein, qui sont un peu des idéologies un peu rebelles à la base. Eh bien, on voit que Harari, dans son cheminement, essaye d'instiller en nous l'idée eh bien, que finalement, tout ce à quoi nous sommes attachés en termes de fonctionnement, toutes nos idéologies, que ce soit la démocratie, etc., le nationalisme, la monogamie, le mariage, etc., sont finalement simplement des histoires fictives, des mythes sortis de la tête de quelques-uns et auxquels d'autres se sont joints après, mais que ce sont finalement que des histoires, qu'il n'y a pas de fond réel à ça, c'est juste des histoires sorties de nos têtes. Et il sous-entend eh bien, qu'à partir du moment où une de ces histoires qui nous lie ensemble ne semble plus fonctionner, c'est pas grave, il suffit de réécrire l'histoire, de changer le truc. Parce que c'est finalement qu'une histoire, ça n'a pas d'attache réelle. Ça, et comme on le verra plus tard, eh bien, il l'argumente en nous expliquant, faussement d'ailleurs, comme je vais vous l'expliquer, eh bien, que en fait, on retrouve, par exemple chez les chasseurs-cueilleurs contemporains, on retrouve tout un tas de différents types d'organisations. Certaines tribus sont monogames, certaines tribus sont polygames, certaines tribus sont violentes, d'autres non violentes, et lui il explique, si vous voulez, que ça n'a pas de fondement rationnel, ce sont juste parce que certaines tribus ont décidé de croire à ci, d'autres à ça, ce qui est en fait totalement faux, hein, comme je vais vous l'expliquer par la suite, mais lui part de ce postulat et donc nous explique en gros que voilà, une idéologie n'est finalement qu'une histoire fictive et qu'à partir du moment où une idéologie ne fonctionnerait plus, eh bien il suffirait de changer cette idéologie si vous voulez, parce que c'est qu'une histoire. Et là, comme je vous le dis, eh bien c'est une façon pour lui de préparer le terrain à la suite de son livre où il va s'en prendre insidieusement, de façon discrète, eh bien, à nos acquis, à nos façons de faire occidentales, telles que le couple, la famille nucléaire ou des idées comme le nationalisme. Le problème avec son explication, eh bien, c'est que c'est évidemment très facilement récusable. C'est très facilement récusable, mais il faut le comprendre tout simplement un petit peu la nature humaine et comprendre justement l'évolution humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où, comme je vous l'expliquais, les êtres humains ont acquis le sens de l'individualité, c'est-à-dire un ego, c'est-à-dire la capacité à comprendre que moi, humain, je suis, hein, ils ont compris, si vous voulez, que l'autre aussi avait une individualité. À partir du moment où vous avez conscience du je suis, j'étais, je serai, je suis un être humain avec des sentiments, des émotions, les êtres humains, ils ont pris conscience aussi de l'individualité de l'autre. Tout cela en parallèle eh bien, avec les conditions premières eh bien, de notre évolution humaine, qui étaient notamment dans les savanes, hein, où il fallait se serrer les coudes, etc., eh bien, nous sommes devenus des animaux hyper sociaux et surtout hyper empathiques. Nous avons développé ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à reconnaître l'individualité et en quelque sorte se voir chez l'autre. Nous sommes des animaux extrêmement empathiques, sans doute les plus empathiques du monde. Nous sommes capables, eh bien, sans qu'un être humain nous le dise, de voir ce qu'il ressent, de ressentir ce qu'il ressent. Et tout cela, si vous voulez, à partir de l'acquisition de cette compétence, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui est un domaine très étudié hein, en neurosciences, etc., et qui est vraiment une caractéristique extrêmement forte des êtres humains, eh bien, il s'est développé le terreau, le vrai terreau de la capacité de coopération à grande échelle des êtres humains, qui n'est pas forcément la croyance en un mythe commun, alors ça a un impact. Hein. Effectivement, quand on croise quelqu'un qui croit à la même chose que nous, on a forcément tendance à être plus sympathique que lui, mais le fondement évolutionnaire de la coopération humaine, c'est surtout la capacité à comprendre le principe de win-win, de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'avec cette théorie de l'esprit, cette capacité à reconnaître les émotions de l'autre et à comprendre finalement que lui aussi cherchait les mêmes intérêts que nous, qu'on avait les mêmes intérêts si vous voulez, chez l'être humain s'est développée la compréhension du gagnant-gagnant. Et à partir de là, on est sorti de la condition animale brute
qui est une condition, alors c'est déjà un peu moins le cas chez les grands sages, mais c'est surtout une condition de domination et d'asservissement, hein, une hiérarchie animale pure et simple. On est sorti de ça pour aller vers quelque chose de plus égalitaire, ça se voit déjà avec Homo erectus, basé sur la coopération et l'échange gagnant-gagnant. Cet échange gagnant-gagnant, c'est vraiment le terreau qui permet la coopération à grande échelle. Et cet échange gagnant-gagnant, il est permis par la compréhension et par la reconnaissance de l'humain en l'autre, si vous voulez. Lorsque vous croisez un collègue de votre entreprise qui est en panne sur l'autoroute, vous n'allez pas vous arrêter pour lui donner un coup de main parce que vous croyez ensemble au mythe de votre entreprise, aux valeurs de votre entreprise, à tout ce qu'on vous a raconté lors des réunions de début d'année, etc. C'est pas ça qui vous traverse l'esprit pour la première fois. Vous vous arrêtez parce que vous voyez un collègue de votre entreprise et que donc inconsciemment, vous savez que si vous allez lui filer un coup de main, il pourra vous en filer un en retour. Il y a la solidarité entre employés et entreprises, si vous voulez. Il y a la compréhension d'un échange win-win, solidarité au sein d'une entreprise, au sein d'un club. Vous jouez sur le même terrain, vous êtes collègues. Quant aux idéologies, eh bien, on n'y croit pas, premièrement, parce qu'on décide d'y croire arbitrairement. On y croit parce qu'on a intérêt à y croire, parce qu'on a intérêt, on a un gain à y retirer, si vous voulez. Et on s'allie avec des gens au sein de cette idéologie parce que, eh bien, le fait de coopérer ensemble permettra un gagnant-gagnant, un échange gagnant-gagnant. Les gens, par exemple, ne sont pas arrivés en Amérique en décidant arbitrairement de construire une idéologie du rêve américain. Ils sont d'abord arrivés sur un terrain neuf et ont décidé, si vous voulez, de créer un monde d'opportunités. Et c'est à partir de cet environnement qu'ils ont créé, où chacun pouvait théoriquement s'élever, élever son niveau de vie, etc., et prospérer à la sueur de son front, que s'est développée une forte mentalité gagnant-gagnant. Hein. On fait des affaires ensemble, etc. Il y a une grosse émulation. Et à partir de ce fort environnement où chacun a intérêt à contribuer parce qu'il sent qu'il peut gagner et donc si vous voulez, il se sent très attaché à cette culture, c'est à partir de là qu'on a l'idéologie du rêve américain. C'est pas l'inverse. C'est ça qu'Harari n'a pas compris. On ne choisit pas de croire arbitrairement à des choses. Ces choses ont tout le temps un fondement terre-à-terre, un fondement réel. La monogamie, par exemple, ne s'est pas installée dans l'espèce humaine parce que quelqu'un, un matin, y a pensé. Ça s'est installé parce que, tout simplement, on a un bébé humain qui naît avec un très gros cerveau et donc avec tout le reste de son corps qui naît prématuré. Il a donc besoin de beaucoup d'attention lors de ces 3 premières années, et la nature n'a rien trouvé de mieux pour cela que de favoriser l'union entre un homme et une femme pendant au moins 3 ans. Ce qui fait donc qu'en majorité, les êtres humains dans le monde sont monogames à tendance répétitive, c'est un autre sujet, mais la monogamie est le principe de base. Alors après, on a des exceptions, et cela, si vous voulez, cette monogamie par exemple, elle n'est pas sortie du chapeau de quelqu'un. Ça n'a pas été un choix arbitraire, ça a été quelque chose qui s'est imposé tout simplement par la nature. Et ensuite, effectivement, cette monogamie, elle s'est inscrite culturellement. Et effectivement, par la suite, les êtres humains apprennent à leurs enfants, dans certaines cultures, que par exemple la monogamie est la voie naturelle, etc., qu'il ne faut pas dévier, etc. Et à ce moment-là, ça devient en effet une sorte d'idéologie, si vous voulez. Mais il y a eu un fondement réel derrière. D'ailleurs, une petite digression au passage, parce que ça m'inspire une petite réflexion justement sur cette crise culturelle qu'on connaît en Europe, avec en gros l'échec complet de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Hein. On voit vraiment que plutôt que d'avoir une cohabitation paisible entre toutes les cultures et une diversité heureuse, entre guillemets, on assiste plutôt à des conflits entre communautés. Et ça s'explique tout simplement parce qu'aujourd'hui en Europe, en Occident généralement, alors en Amérique c'est en train de changer, mais si vous voulez, on n'a plus vraiment d'intérêt commun à s'unir ensemble.
C'est-à-dire que ce qui fait l'union, ce n'est pas le choix, c'est l'intérêt. On est aujourd'hui dans une Europe où on connaît une crise économique, tout devient extrêmement cher, et il y a aussi une mobilité professionnelle, un ascenseur social qui est quasiment bloqué. Vous avez une société qui est peu méritocratique, et cette stagnation, si vous voulez, elle entraîne que les gens se replient vers leur communauté, plutôt que de trouver un intérêt à recréer un terreau gagnant-gagnant et se mêler à d'autres communautés sous une même culture. Donc vous avez plein de petites poches comme ça au sein d'une société qui n'a en vérité plus de culture. La seule manière pour recréer une Europe, des sociétés européennes qui pourront vivre dans une société multiculturelle forte, c'est de relancer l'ascenseur social, faire en sorte de devenir des sociétés méritocratiques où on a de l'intérêt à coopérer ensemble, où on peut trouver un gagnant-gagnant avec tous et relancer en quelque sorte, et lancer en quelque sorte un American Dream. Et c'est à partir de ce moment-là où chacun peut y trouver un véritable intérêt que chacun va mettre en quelque sorte développer un sentiment d'appartenance, et donc qu'une nouvelle culture unificatrice va se lancer. Car ce qui se passe dans une société qui est stagnante, c'est plutôt que chaque communauté se replie sur elle-même, et puis vous avez une rivalité à qui va imposer sa culture. Et tout cela nous amène à la troisième partie du livre de Yuval Harari, partie qui est très intéressante et qui va s'intéresser à la journée quotidienne d'une tribu de chasseurs-cueilleurs Cro-Magnon à la préhistoire. Et il se sert de cette image pour nous expliquer un petit peu ce qu'on sait des fonctionnements sociaux des êtres humains du commencement. Dans cette partie suivante de son livre, Yuval Harari commence donc par nous expliquer un petit peu la routine des chasseurs-cueilleurs. Il se met dans la peau d'une tribu il y a 20 000 ans, et il commence par nous expliquer la répartition chasse-cueillette qui existe chez les chasseurs-cueilleurs, d'où le nom. Cette répartition, c'est une répartition entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Les hommes s'occupent plus généralement de la chasse, tandis que les femmes s'occupent plus généralement de la cueillette. Harari, bien sûr, avec son prisme woke, lui remet en question ce paradigme. Il nous explique en gros que ce que nous démontrent les plus récentes études sur les chasseurs-cueilleurs, c'est que d'une part, cette répartition elle est plus nuancée que ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'on observe par exemple des femmes qui sont capables de chasser, et il nous explique aussi que la cueillette représente généralement le plus d'apport de nourriture chez les chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que pour lui, dans l'histoire de l'humanité, nous avons été plus cueilleurs que chasseurs. Et là, Harari est en plein justement prisme woke, parce qu'en ces dernières années, ça a été un sujet très chaud en anthropologie. Ça a été justement la question de cette répartition chasse-cueillette, le fait de savoir si déjà il y avait vraiment une répartition claire, une division claire des tâches entre les sexes, d'une part, et secondement, à quel point l'un ou l'autre sexe contribuait le plus ou pas, ou s'il y avait une égalité dans l'apport en nourriture. Alors évidemment, on a eu donc beaucoup de gens qui étaient dans cette idéologie woke et aussi féministes, féministes parfois extrémistes, qui ont voulu chercher tous les moyens, toutes les données permettant d'expliquer que l'être humain, dans son histoire évolutive, avait été plus cueilleur, et qu'il fallait retirer cette image de l'homme préhistorique comme le chasseur. Vous savez, on met souvent en avant l'homme chasseur, et il est vrai, c'est une réalité, que les choses sont un peu plus nuancées. En règle générale, dans énormément de parties du monde, il y a en fait une relation assez équilibrée entre la chasse et la cueillette, c'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines parties, comme l'explique Harari, comme par exemple dans le désert du Kalahari, chez les tribus de chasseurs-cueilleurs contemporains, on observe que jusqu'à environ 60% de l'alimentation quotidienne est ramenée non pas grâce à la chasse, mais grâce à la cueillette.
et au ramassage de racines, de tubercules, etc. Donc là, effectivement, on a une proportion qui est un peu plus favorable à la cueillette en termes d'alimentation quotidienne. Cependant, ce qu'il ne précise pas, eh bien, c'est que si la chasse représente une plus petite proportion de ce qu'on ramène comme aliment au camp, il faut savoir que la viande est l'aliment le plus nutritif qu'il existe dans ces régions, et même dans toutes les régions du monde en fait. Donc pour 2 jours de nourriture grâce à la cueillette, si vous avez un jour, cela équivaut tout à fait à un jour de nourriture, à un gros repas de nourriture purement carnée. Donc au final, les choses se balancent. Et dans toutes ces régions où la majorité des chasseurs-cueilleurs contemporains existent encore, qui sont principalement des régions proches de l'équateur, hein, ou des régions désertiques, on observe justement une certaine égalité. On observe aussi, il est vrai, une nuance dans la division des tâches, c'est-à-dire qu'on observe que eh bien, les femmes peuvent effectivement chasser, mais chasser des petits animaux. Ce ne sont pas les femmes pour des raisons morphologiques, hein, tout simplement, qui vont se mettre à la chasse au grand gibier, qui est une chasse de traque. Hein. Nous sommes surtout des animaux traqueurs, nous courons et nous épuisons la bête afin de la tuer facilement. Alors les femmes sont parfaitement capables d'endurance, on en convient bien, hein. Mais lorsque vous êtes dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, que vous êtes une femme, eh bien vous avez aussi la responsabilité souvent des enfants. Et donc pour des raisons eh bien, d'organisation, ce sont surtout les hommes qui sont aussi généralement plus taillés pour ça. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la répartition chasse-cueillette, elle était aussi d'une autre nature au nord, c'est-à-dire en Europe par exemple, parce que tout simplement au nord, eh bien, pendant quasiment 5 à 6 mois de l'année, vous n'avez quasiment rien à cueillir ou à déterrer. Et donc là, l'espèce humaine, eh bien, pendant 5 à 6 mois de l'année, au niveau de l'alimentation, comptait quasi exclusivement sur la viande, sur le poisson, et c'est aux hommes que revenait cette charge. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là que, si vous voulez, il faut comprendre que le prisme woke, le prisme woke n'a pas compris justement toute l'exceptionnalité humaine et le fait que nous soyons véritablement complémentaires et pas adversaires entre les sexes. Si vous voulez, pendant ces 5 à 6 mois de l'année, les femmes, elles ne chômaient pas, elles n'étaient pas dans la caverne, toutes fragiles, à attendre que l'homme revenait. Dans cette vision dépassée, vous savez, de l'homme tout-puissant, dominateur, les femmes contribuaient d'une autre façon. Elles s'occupaient notamment de tout ce qui était technologie du vêtement et aussi préparation et conservation avec les moyens du bord de la nourriture. Donc les femmes étaient tout aussi essentielles au fonctionnement du groupe, même en Europe, lorsqu'elles ne chassaient pas, lorsqu'elles ne cueillaient pas. Parce qu'en Europe, si vous n'avez pas une technologie du vêtement extrêmement bien développée, une technologie de la hutte bien développée, un feu bien entretenu, etc., vous mourrez. Nous n'étions donc pas, comme le dit Harari, plutôt cueilleurs que chasseurs, tout comme nous n'étions pas plutôt chasseurs que cueilleurs, sauf au nord pendant 5 à 6 mois de l'année. Nous étions en fait des chasseurs-cueilleurs, et même lorsque la cueillette, par exemple, n'était pas possible, en Europe, eh bien, à ce moment-là, la répartition s'est opérée autrement, mais chaque sexe était essentiel et complémentaire. Harari en vient ensuite au fonctionnement social en tant que tel des tribus chasseurs-cueilleurs. Et il nous explique eh bien, que nous sommes loin du quotidien un peu hypocrite, un peu basé sur l'apparence, du quotidien corporate, hein, pour la plupart des gens, des occidentaux modernes. Il nous explique eh bien, que les tribus de chasseurs-cueilleurs en fait, sont dans un fonctionnement déjà qui est égalitaire, où on n'a pas une hiérarchie marquée, au sein d'une tribu qui est très soudée. Hein. Une tribu est véritablement soudée, votre camarade est vraiment votre frère, etc. Et où chacun a véritablement une place et un rôle. Chacun a sa place dans la tribu. Personne n'est mis sur le côté. Et il nous explique aussi eh bien, que tout cela est sans doute dû
eh bien, à l'absence justement de hiérarchie et de propriété privée, les deux concepts historiquement allant de pair. C'est-à-dire qu'en effet, ce qu'on a observé dans l'étude de l'histoire, c'est que en fait, l'apparition de hiérarchies fortes est apparue avec le début des premières sociétés agricoles au néolithique, il y a 10 000 ans, et ceci à la de pair, étant causé aussi par le développement du concept de propriété privée et de l'accumulation par certains individus ou de l'appropriation par certains individus de terres ou de moyens de production. Cette accumulation et donc cette augmentation de la notion de propriété privée, elle a permis l'élaboration de castes, de classes, de formes de noblesse, mais aussi d'héritage, etc., qui ont fait que dans la société humaine, ce qui était jusque-là alors inconnu, on a eu l'élaboration de hiérarchies très marquées, avec toutes les dérives que l'on connaît, les royaumes de droit divin, etc., l'esclavage, etc., la mise en servitude, etc. Et il nous explique donc que tout ceci est moderne, et il a raison. Il a raison, cependant, il faut nuancer. Le concept de propriété privée existe à un certain degré chez les chasseurs-cueilleurs. Ils ont par exemple une notion de propriété privée de leur territoire. C'est-à-dire que même si les chasseurs-cueilleurs sont nomades par définition, ils vont tourner pendant plusieurs années autour de la même zone, en se déplaçant lentement ou par obligation. Et ce territoire, ils cherchent à le conserver. On a donc une certaine conception de la propriété privée. Cependant, ce concept-là de propriété privée, il n'est pas appliqué à un individu, il appartient à toute la tribu. Et on a aussi une certaine forme de propriété privée par rapport à ses armes ou à ses outils. Mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que la nourriture est partagée et on est vraiment dans une économie du don, du partage, de la redistribution, et l'accumulation de biens par un individu ou la recherche de pouvoir, les deux allant souvent de pair, quelque chose de banni. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet, c'était une anecdote que j'avais lue dans un livre qui nous expliquait que une tribu de chasseurs-cueilleurs en Afrique du Sud, je crois, qui s'appelle les Hikung, eux ont pour habitude de railler, de se moquer, de dévaloriser les meilleurs chasseurs de leur tribu lorsqu'ils arrivent d'une bonne chasse, pour éviter qu'ils prennent l'orgueil, que le chasseur prenne l'orgueil, devienne trop fier et cherche justement à trop s'imposer, à trop se valoriser et donc à grappiller du pouvoir, avoir plus d'autorité que ce qu'il ne devrait être. Ils vont le célébrer après, mais sur le moment, ils vont plutôt chercher des moyens de se moquer de lui ou de diminuer sa prise, etc., etc. L'absence justement de recherche de pouvoir statutaire, individuel et d'accumulation de richesses, elle fait que ces chasseurs-cueilleurs, eux, pour briller, vont rechercher la gloire, en quelque sorte, de l'être, plutôt que de l'avoir. Et donc ça va amener à ce que ces individus vont rechercher plutôt à briller par leur prouesse, par leur compétence dans certains domaines, ou par leur héroïsme, ou par leur contribution au groupe, bien que, évidemment, un certain statut existe. Certains individus sont très respectés pour leur prouesse. Et justement, ça nous permet d'en venir au concept d'individualité chez les chasseurs-cueilleurs. Même si les chasseurs-cueilleurs sont plus focus sur leur tribu, leur appartenance collective, il y a quand même une certaine conscience de l'individualité. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un équilibre. En fait, l'individualité de l'individu, elle est célébrée, elle est mise en valeur. On l'encourage à exprimer son individualité pour le bénéfice du groupe. Et son individualité est acceptée, ses propres choix sont acceptés, ses valeurs sont acceptées, son comportement est accepté, à condition bien sûr qu'il ne perturbe pas l'harmonie collective. Et une autre chose que je trouve perso très très intéressant, c'est leur conception généralement du talent individuel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une tribu de chasseurs-cueilleurs,
vous fonctionnez au jour le jour grâce à la répartition des tâches. Il y a, comme je l'ai dit, la première répartition des tâches qui est celle entre les hommes et les femmes, hein, mais il y a aussi toute une série de répartitions des tâches, parce que nous sommes des animaux hypersociaux, qui est basée sur différentes activités. On va par exemple avoir un être humain qui va s'occuper de tailler des outils, un autre qui va plus s'occuper de la chasse. Ce qui a fait notre force justement, c'est cette capacité de répartir les tâches et de s'organiser. Et ce qu'on observe chez les chasseurs-cueilleurs, c'est que vous avez une grande liberté et un encouragement vers l'expression du talent individuel. Et surtout, on ne vous met pas de pression, et il n'y a pas de pression en fait, parce que vu que vous êtes dans un système basé sur la redistribution, vous n'avez généralement pas besoin de vous soucier du lendemain, en tout cas quand tout va bien, au niveau de la nourriture, et donc vous pouvez avoir le temps de poursuivre en quelque sorte vos skills, de vous améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, une très bonne leçon pour nos sociétés actuelles, parce qu'aujourd'hui, dans la rat race actuelle, je crois qu'on gâche énormément de talent et de potentiel, parce que tout simplement, il y a énormément de gens qui ont des aspirations pour créer des choses, que ce soit de l'art, que ce soit certains métiers, certaines activités, etc., mais qui, parce qu'ils ont besoin de payer les factures, parce qu'ils sont comprimés par le temps, ils n'ont pas le temps après leur journée, etc., ils sont en plein dans cette rat race, n'arrivent pas tout simplement à poursuivre leurs aspirations naturelles et par besoin d'argent s'enferment dans des activités qui ne sont pas eux-mêmes, qui ne résonnent pas avec eux-mêmes et dans lesquelles ils ne pourront jamais être bons et vraiment délivrer tout leur potentiel finalement à l'humanité. Et donc pour conclure un petit peu sur cette histoire d'individualisme qui existe dans une certaine mesure chez les chasseurs-cueilleurs, en fait on pourra aller un peu plus loin et qualifier leur conception de l'individu comme plutôt une conception qu'on appelle celle du transindividualisme. C'est-à-dire que plutôt que de voir, comme nous les Occidentaux le faisons, plutôt que de voir l'individu comme un projet de vie en lui-même, un atome fermé, on va dire, qui marche un peu de façon hermétique aux autres et au monde et qui poursuit son propre trajet de vie grâce à sa volonté, son intelligence, etc., ses choix, dans le transindividualisme, on voit plutôt les êtres humains comme des émanations d'un même terreau. Vous savez, un peu comme des champignons qui émanent du même mycélium. En fait, dans le transindividualisme, l'individu n'est pas un atome isolé, c'est en fait une émanation d'un environnement, d'une tribu. Chaque membre est un élément constitutif et inséparable du tout, si vous voulez. Et lorsque je vois quelqu'un d'autre, je me vois en lui-même, et lorsque il me regarde, il se voit en lui-même. Nous sommes finalement la même conscience, au sein simplement d'enveloppes différentes, mais au fond il y a la même conscience, la même identité si vous voulez. Alors, dans ces dérives, cette conception elle peut donner lieu à un certain tribalisme extrême qui donne une espèce de mentalité de panier de crabe ou de jalousie, etc. Parce qu'on estime que tout le monde doit être égaux à tout le monde, etc. Ça peut donner des dérives, mais dans sa conscience élevée, ça peut donner vraiment une mentalité saine au sein d'un groupe, parce que la réussite de l'autre est encouragée, parce qu'on comprend que la réussite de l'autre va m'impacter moi également, puisque ça va rejaillir sur le groupe. Le bien, on comprend aussi que le bien que l'on fait pour les autres, finalement, c'est le bien aussi qu'on fait à soi-même, parce que ça va rejaillir sur nous, nos proches, nos enfants, etc. Et que le mal aussi qu'on fait à quelqu'un ou dans le monde, va nous retomber dessus finalement. Une fois ce petit topo de la vie sociale fait, Harari, il en vient à un autre sujet, un sujet croustillant, c'est celui des mœurs romantiques et sexuelles des chasseurs-cueilleurs. Et là, il nous explique quelque chose qui fait suite à ce qu'il avait expliqué concernant l'adoption des groupes humains à des croyances arbitrairement, le fait que, comme je vous l'avais expliqué, qu'il conçoit que certains choix de société se font pouf, comme ça, simplement par choix, ça tombe du chapeau. Lui nous explique qu'en gros,
au niveau également des mœurs sexuelles et romantiques des êtres humains, il n'y aurait pas vraiment de nature humaine. Il n'y aurait pas de comportements qui seraient par nature les plus normaux. Il nous explique que deux tribus voisines auraient très bien pu avoir des mœurs romantiques et sexuelles tout à fait différentes, sans aucune raison, si ce n'est un choix différent fait par des êtres humains à un certain moment donné. Il nous explique que nous n'avons pas de données qui nous permettent de dire que par exemple la monogamie ou la polyandrie auraient été les systèmes majoritaires et normaux, dans le sens de la norme de l'espèce humaine. Il nous explique que tout comme nous trouvons par exemple des tribus de chasseurs-cueilleurs qui sont plutôt polygames, d'autres qui sont plutôt polyandres, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir plusieurs hommes, et d'autres qui sont plutôt monogames, on ne peut pas faire simplement une généralité. Et en fait, il se trouve que probablement ce que nous tenons pour acquis comme normalité romantique et sexuelle chez les êtres humains, à savoir principalement la monogamie et l'hétérosexualité, en fait ne seraient que des choix arbitraires, des idées, voilà, mais que rien ne justifie que ça aurait été, qu'il y aurait une composante essentielle à l'être humain pour ces choix de mœurs, si vous voulez. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Yuval Noah Harari, à ce moment du livre, a totalement laissé tomber son côté d'historien-chercheur pour totalement embrasser le côté idéologue. Parce que, en fait, de simples petites recherches suffisent pour voir qu'il y a des études qui ont été faites et des statistiques qui ont été faites pour voir justement s'il y avait des généralités, des tendances qui se répétaient au niveau des mœurs et des pratiques sexuelles chez les chasseurs-cueilleurs contemporains. Et ce que l'on voit, c'est que si effectivement l'espèce humaine est très flexible et a vraiment une diversité de comportements élevée, qui fait que si vous pouvez trouver de la monogamie, vous pouvez aussi trouver de la polyandrie ou de la polygamie, ce qu'on observe, c'est une norme, une tendance générale qui est à la monogamie, mais à tendance répétitive. C'est une nuance très importante. La monogamie à tendance répétitive, cela signifie que les humains semblent, dans la majorité des cultures du monde et dans la majorité des époques, avoir plutôt opté, plutôt naturellement pour l'alliance, pour un certain moment, exclusive entre un homme et une femme, mais que cette alliance, si elle pouvait et si elle peut durer toute la vie, on trouve chez les chasseurs-cueilleurs contemporains qui sont plutôt monogames, on trouve des couples qui ne se sont jamais quittés, mais en général, dans la majorité des cas, en fait, les couples ne vont pas rester ensemble toute la vie. C'est-à-dire que généralement, ils vont s'unir, être très amoureux le temps d'élever un enfant, que cet enfant atteigne, que cet enfant quitte le bas âge, et à partir de là, généralement, ces couples se séparent et on recommence une nouvelle histoire monogame. Ça, c'est ce qu'on observe en règle générale. Ça semble être vraiment le corpus fondamental, le corpus de la monogamie à tendance répétitive, ce qui s'explique très simplement par notre nature d'être humain à gros cerveau, comme je vous l'avais expliqué. On a un bébé qui naît extrêmement prématuré, qui est extrêmement vulnérable, et donc le meilleur moyen dans la majorité des environnements du monde, dans la majorité des lifestyles et des sociétés du monde, c'est l'alliance entre un homme et une femme pendant un certain moment, et que cette alliance soit exclusive, tout simplement parce qu'il faut concentrer les ressources, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire que dans certains environnements, parce que l'être humain est très flexible et que dans certains environnements, tout simplement, c'est faisable, ou parfois c'est même mieux, comme dans certaines régions du Tibet, pour certaines raisons qui ont trait à l'environnement, au mode de production, etc. Et on a aussi des cas, par exemple, on va dire pas vraiment de libertinage, mais
de couples ouverts, si on veut, dans certaines tribus de chasseurs-cueilleurs. Mais ces couples ouverts, en fait, sont souvent très pragmatiques, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme peut accepter que son conjoint aille voir un petit peu ailleurs pendant un certain temps, mais souvent ça a une raison très pragmatique, c'est par exemple pour tisser des liens avec une tribu voisine. On a donc vraiment une palette de comportements et de mœurs, mais on a quand même un corpus général qui est dû à nos racines évolutives. Ça, Harari ne le précise pas. Et donc, si vous voulez, son explication selon laquelle d'une tribu à l'autre ça pouvait varier, etc., c'est totalement faux. La configuration au niveau des mœurs, au niveau romantique, surtout à la préhistoire où on était très dépendant du climat et de l'abondance et de la quantité de ressources disponibles, eh bien, tout cela façonnait la façon dont on s'organisait, y compris amoureusement. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes des animaux dont la fonction biologique est de se reproduire. Il en va de même de la violence. Harari nous explique que tout comme l'amour, la sexualité, ce n'était qu'une question de choix, eh bien il en allait de même de la violence. Donc là on part en complet délire, si vous voulez. Il nous explique qu'une tribu aurait pu choisir, ou de par ces mythes, elle serait devenue extrêmement violente, tandis que la tribu voisine aurait choisi d'autres mythes et donc serait devenue très pacifique, etc. Donc là on nage en plein délire. Évidemment, ce qu'on observe, c'est plutôt que ce qui va générer de la violence, que ce soit chez les chasseurs-cueilleurs, les agriculteurs, tout ce qu'on veut, eh bien, ça va être des paramètres très concrets comme la quantité de ressources disponibles. Est-ce que j'ai un intérêt à aller conquérir le terrain du voisin? Est-ce que j'ai le choix, parce que parfois il n'y a pas le choix. C'est soit de ça, soit je meurs. Donc là, on est obligé d'être violent. Et ce qu'on observe, et c'est également le même chez les chimpanzés, ce qui différencie les chimpanzés communs et les bonobos, qui sont des chimpanzés, un autre type de chimpanzés, eh bien, c'est qu'ils vivent dans deux territoires complètement différents. Les bonobos peuvent se permettre d'être des singes très pacifiques parce que tout simplement ils sont dans un environnement plus abondant, tandis que les chimpanzés sont souvent en bordure de savane, où on est dans un environnement aride, très dangereux, et où les concessions, les territoires se disputent ardemment entre tribus de chimpanzés. Et finalement, pour conclure sur cette partie du lifestyle chasseur-cueilleur au quotidien, et dont Harari se sert pour nous expliquer un petit peu notre nature humaine, nos fondements sociaux, nos fondements au niveau des mœurs, etc. Et bien finalement, Harari en vient à la question de la spiritualité, et là encore une fois, il nous explique que le fait qu'une tribu ait été spirituelle, en fait était une question de mythe, question de choix culturel, et qu'une tribu de chasseurs-cueilleurs Cro-Magnons pouvait être de fervents religieux, très croyants, très spirituels, etc., tandis que la tribu voisine n'en aurait eu que faire. Il nous explique en gros que là aussi nous ne pouvons pas nous prononcer, que nous pouvons que supposer que comme la majorité des chasseurs-cueilleurs contemporains, ils étaient animistes, mais que nous n'avons aucun élément pour le savoir. Alors il est vrai qu'on a peu de preuves concrètes de pratiques spirituelles, si ce n'est des traces d'objets symboliques, des bifaces spéciaux comme je vous l'ai dit plus tôt, ou alors des monuments, comme dans la grotte de Bruniquel, avec un assemblage de stalagmites qui a été réalisé par des hommes de Néandertal, dont on pense qu'il s'agissait d'une construction à des fins peut-être de rituel, mais en partant du principe que les êtres humains ont acquis l'intelligence humaine bien avant Homo sapiens, on peut gager que oui, la plupart de ces tribus de chasseurs-cueilleurs, voire quasi toutes, étaient évidemment dotées d'un côté spirituel et très probablement d'un fort côté religieux également. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on a développé l'intelligence humaine, on a développé tout doucement également la spiritualité. Les deux vont de pair.
Parce que l'intelligence humaine, elle vient justement du fait que nous avons développé la conscience du temps. C'est ce que je vous expliquais plus tôt avec le langage. Il faudra peut-être que j'élabore un peu plus là-dessus, plus en détail. Mais le langage a entraîné l'intelligence humaine et l'intelligence humaine a entraîné des choses comme la créativité, mais aussi la spiritualité. Tout simplement parce que tout est relié. L'apparition du langage grâce aux découvertes de notions de temps, comme je vous l'expliquais notamment par le pointage de direction, qui nous permet bien de pointer l'avenir, donc prendre conscience de l'avenir, prendre conscience du passé, etc. Et donc prendre conscience qu'on a une histoire individuelle, eh bien, cela a entraîné la capacité des êtres humains à se projeter par l'esprit dans le temps, c'est-à-dire à concevoir le futur dans leur tête. Et à partir du moment où vous avez un être humain qui est capable non seulement de se concevoir en tant que personne, c'est-à-dire de dire je suis, j'étais, je serai, et de concevoir cette personne dans un futur qui n'existe pas encore, vous avez un être humain, un animal qui est capable de concevoir la mort. Et donc de se poser la question de l'au-delà. Puisque pour un être humain, pour un animal qui prend conscience qu'il va perdre sa vie un jour ou l'autre, que ça va être son tour, eh bien ça inscrit une peur fondamentale, une peur terrible, qui lui fait se poser la question justement de l'au-delà, voilà, qu'est-ce qu'il y a après. Et de là se tricote un fil, ou de fil en aiguille, on se pose la question d'un monde d'après, d'une force supérieure qui veille sur nous, etc. Et lorsque vous êtes chasseur-cueilleur dans un milieu de nature libre, entouré de faune et de flore, pour essayer de répondre à ces questions, vous devenez animiste. Tout simplement parce que ce qu'il y a autour de vous constitue votre réalité, et donc vous développez une pensée magique en relation avec ce monde naturel. Vous développez la croyance que certaines plantes, certains arbres, etc. ont des esprits propres, ils sont animés d'une conscience. Vous partez aussi du principe que vos ancêtres, que les ancêtres sont, même s'ils ne sont plus dans le monde terrestre, veillent sur vous, vous donnent des messages à travers des événements, des coïncidences, etc. Et cette capacité, ou plutôt cette caractéristique humaine de la spiritualité, ce que Harari n'a pas compris, c'est que ça fait partie du kit être humain, si vous voulez. Parce que ça va de pair avec justement notre capacité de conscience du temps et de projection dans l'avenir, qui nous donne la conscience de la mort. La conscience de la mort étant à l'origine de toutes nos peurs. C'est ce qui fait que lorsque vous voyez un petit enfant, les petits enfants sont insouciants, ont la joie de vivre, pour eux chaque jour est une aventure, mais lorsqu'on grandit, un jour ou l'autre, cette innocence, cette joie de vivre dans l'instant de l'enfance finit par disparaître, à échelle variable selon les individus, mais cette fin de l'insouciance heureuse de l'enfance, elle a une raison. Cette raison, c'est que en grandissant, vous prenez justement conscience de l'avenir et à degré variable selon les individus, comme je le dis, vous pouvez en prendre peur et être un stressé de l'avenir, si vous voulez. C'est pour ça que des choses comme par exemple la méditation mindfulness, qui nous apprend justement à revenir dans l'instant présent, peuvent être très 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 utiles et font leur preuve pour améliorer la santé mentale, le stress, la peur de vivre des gens, parce que justement ce qui nous cause, ce qui est à la racine de bien des problèmes mentaux, problèmes de stress, des problèmes de joie de vivre, etc., c'est cette constante projection, cette constante inquiétude de l'avenir. Et justement, une des réponses qu'ont trouvé les humains pour pallier à cette peur de l'avenir, ça a été notamment la spiritualité. Parce que lorsque vous vous rattachez à une force hypothétique plus forte que vous, qui veille sur vous, à qui vous pouvez demander de l'aide, ça vous fournit un grand calme, ça vous apaise, ça vous donne de la force, et ça vous redonne de l'énergie vitale. Tout simplement, vous reprenez confiance en vous et en la vie. Et ce besoin de se raccrocher à quelque chose de plus fort que soi, ou à une idée
un espoir quant à l'avenir, qui nous fait dire eh bien, que l'avenir sera meilleur, ça fait partie du kit humain. Même pour les gens eh bien, qui ne sont pas versés dans la spiritualité à proprement parler, ou dans la religion, ou dans les doctrines religieuses, qui ne veulent pas faire appel à une explication métaphysique du monde, ou à croire eh bien, qu'un être ou une force supérieure veille sur nous, etc. Eh bien, vous avez en remplacement eh bien, des idéologies qui ont la même fonction finalement, celle de fournir de l'espoir quant à un futur meilleur. Aujourd'hui, en Occident, l'une des grandes religions qui ne dit pas son nom, c'est la religion du développement personnel, qui a le même principe. Le même principe, eh bien, c'est que, si vous voulez, à la place de Dieu, on met l'idée d'un futur meilleur soi. La conscience du futur a aussi été notre plus grande force en tant qu'espèce, puisque c'est ce qui nous a permis d'être capable de planifier, d'organiser, de penser sur le long terme, ce qui nous a fait devenir vraiment une espèce dominante sur Terre, hein. Mais ça a été aussi à l'origine de nos plus grands maux, parce que tout simplement avec la conscience du futur, on a la conscience de la mort, et la conscience de la mort est la mère de toutes les peurs. Et ce sont les peurs qui sont à l'origine du mal finalement. Et c'est une très bonne transition pour eh bien, vous parler de la partie finale de Sapiens de Harari, qui est une partie sur ce que cela veut dire d'être heureux. Quelles leçons sur le bonheur on peut tirer de toute cette histoire évolutive? C'est une partie que je vais traiter dans une prochaine vidéo afin vraiment de détailler tous les concepts, parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant, et aussi par question de temps. Et je précise aussi eh bien, que j'ai fait une grande ellipse. Je n'ai pas parlé de toute sa partie sur le capitalisme, la révolution scientifique, etc. Parce que bon, je m'intéresse principalement à notre passé évolutif, hein, en tout cas la préhistoire surtout. Mais il y a aussi tout cet aspect dont traite Harari, et là aussi il y a des choses à redire, notamment sur ce qu'il explique par rapport à la transition vers l'agriculture, etc. Mais peut-être que j'en parlerai par la suite. En tout cas, moi je vous prépare une prochaine vidéo focus sur eh bien, le bonheur humain tel que l'entend Harari, mais aussi tel que les plus récentes recherches nous l'expliquent, et aussi compte tenu eh bien, de notre passé évolutif. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Je vous mets aussi le lien eh bien, d'un récent e-book que j'ai écrit à propos eh bien, de l'alimentation la plus optimale pour les êtres humains, compte tenu de ce qu'on sait sur notre passé préhistorique, mais aussi compte tenu des plus récentes recherches. C'est un petit e-book qui vous expliquera 3 grands piliers pour en fait adopter une bonne alimentation qui vous permettra de faire un grand reset dans votre corps et votre esprit, et aussi accessoirement pour ceux que ça intéresse à perdre du poids, ou encore eh bien, à relancer son métabolisme, à avoir plus d'énergie, et aussi eh bien, diminuer tout ce qui est maladie chronique, inflammation chronique, etc. Je vous mets ça en description. Dites-moi tout ce que vous avez pensé lors de la vidéo, mettez un like, partagez, ça augmentera le référencement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.